2 armes à feu, notamment un pistolet automatique et un revolver, une plaque d'immatriculation, sont autant de pièces à conviction retrouvées aux mains des 3 présumés braqueurs, dont l'un se trouve en cavale. David Lendoy Bouguia, 27 ans, et Ted Willy Alibi, 25 ans, tous 2 Gabonais, sont les présumés voleurs professionnels qui dissipent toute preuve après une opération de vol. C'est à la suite d'une opération d'envergure de la police judiciaire qu'un réseau criminel a été appréhendé. Pris dans les filets, Ted Willy Alimbi Onyalaga, alias le roi béni. Les faits qui lui sont reprochés sont nombreux. L'on parle de complicité militaire, de corruption, de braquage à main armée dans des résidences appartenant à des personnalités de premier ordre. Le 13 août 2025 à Libreville, la police gabonaise met la main sur l'un des hommes les plus influents et les plus controversés du pays, Ted Willy, alias le roi béni. Présenté comme un repenti devenu figure religieuse, mécène des quartiers populaires et soutien actif d'un régime en place, il est aussi accusé d'avoir dirigé un vaste réseau criminel impliqué dans des braquages violents, du trafic d'armes et des connexions directes avec certains cercles du pouvoir. Comment un ancien braqueur a-t-il pu devenir une figure centrale entre influence politique, protection institutionnelle et mise en scène spirituelle? Voici l'histoire du roi béni, un parcours trouble où se croisent impunité, stratégie politique et fascination populaire, dans un pays où l'autorité et le crime ne semblent plus marcher sur des chemins séparés. Je vous emmène d'abord une dizaine d'années en arrière, dans le quartier populaire de Charbonnage en 2014 à Libreville, bondé d'effluves de grillades au coin des échoppes, et une jeunesse partagée entre système D et tentation de l'argent facile. C'est là qu'apparaît pour la première fois dans les faits divers le nom de Ted Willy Alimbi Onyalaga, futur roi béni. À l'époque, ce n'est qu'un jeune homme de plus attiré par le gain rapide. En mars 2014, la police l'arrête en flagrant délit de banditisme. Ted Willy et un complice viennent d'être pris après une série de vols à main armée dans le quartier Charbonnage. Ils possèdent sur eux des armes à feu et de luxueuses voitures volées. Un fait divers en ouverture de ce journal, 2 braqueurs dans les mailles de la police judiciaire spécialisée dans les vols à main armée. Les 2 malfrats ont été pris la main dans le sac pendant qu'ils opéraient au quartier Charbonnage. Compte rendu Ludwig Kavou et Jean de Dieu Mambundu. 2 armes à feu, notamment un pistolet automatique et un revolver, une plaque d'immatriculation, sont autant de pièces à conviction retrouvées aux mains des 3 présumés braqueurs, dont l'un se trouve en cavale. David Lendoy Bouguia, 27 ans, et Ted Willy Alibi, 25 ans, tous 2 Gabonais, sont les présumés voleurs professionnels qui dissipent toute preuve après une opération de vol. Tenez par exemple ici, cette voiture VX Land Cruiser s'est vue dotée d'une nouvelle plaque d'immatriculation, ainsi que d'une nouvelle couleur de peinture par les 2 présumés gangs qui roulent depuis 3 mois dans cette VX en toute quiétude. Oui, on a récupéré les armes dans le sac de monsieur de la secte. On va chez un soudeur juste, il coupe, il prend le sergent, il coupe, il colle, il soude. Braquage à main armée et vol qualifié, détention illégale d'armes à feu, 2 crimes auxquels devront répondre les 2 présumés braqueurs dans les jours à venir. Le jeune Ted Willy Alimbi Onyalaga est envoyé en prison. Ce n'était pas son coup d'essai, et ce ne sera pas son dernier. Il effectue quelques années derrière les barreaux de la prison centrale de Libreville, sinistrement surnommé « Sans famille » pour ses braquages. Ce séjour forcé aurait pu briser ses ambitions criminelles, mais c'est tout le contraire qui se produit. À sa sortie, le voilà transformé, ou du moins, c'est ce qu'il veut faire croire. Ted Willy n'est plus un simple délinquant de quartier. Il se fait appeler le roi béni, un surnom à la fois étrange et provocateur, chuchoté d'abord dans le milieu interlope, puis clamé par l'intéressé lui-même sur les réseaux sociaux. Un roi, vraiment? Béni par qui, par quoi? Selon ses dires, il aurait trouvé la foi en prison. Il clame haut et fort être un homme changé. Sur sa page Facebook officielle, il publie de longues tirades mêlant ferveur religieuse et développement personnel. Je suis une nouvelle création. Ma vie ancienne n'existe plus, car toutes choses sont devenues nouvelles en moi.
Nouvelle vision du monde, nouvelle personnalité, nouvelle mentalité, une vie nouvelle à l'opposé de mon passé, écrit-il en novembre 2022. Il assure avoir fait la rémission de ses péchés et laisse entendre que Dieu l'a sauvé du mauvais chemin. Pour lui, le temps perdu en prison n'était qu'une station d'arrêt, mais cela n'est pas son identité, martèle-t-il. En clair, il veut enterrer Ted Willie le braqueur et faire naître le roi béni, le repenti. Et il ne se contente pas de le dire, il le montre. Une vidéo circule, où on le voit distribuer des liasses de billets dans un bidonville de Libreville, à Bolokoboué, sous les vivates des riverains éberlués. L'argent coule à flot, on se croirait à une fête de quartier sponsorisée par un mécène providentiel. Ces scènes orchestrées assoient sa nouvelle image, celle d'un bienfaiteur des pauvres et d'un leader de jeunesse. Le roi béni se met à sponsoriser des équipes de foot locales, à payer des baptêmes ou des ordonnances médicales à des nécessiteux du coin. Il soigne son aura mystique avec un projet qu'il baptise « 1000 ans de protection divine ». Sur les t-shirts de ses partisans, on peut lire ce slogan énigmatique. Beaucoup de jeunes désœuvrés commencent à croire en cet homme qui parle de Dieu, d'opportunités et de réussite comme on prêche un renouveau. Adulé par la jeunesse, il se présente comme un protecteur investi d'une mission quasi divine auprès des siens. Dans les quartiers nord de Libreville, on l'appelle aussi la source. La source de quoi? Officiellement, de bénédiction divine et de générosité. Officieusement, certains y voient la source de billets de banque pas toujours propre. Quoi qu'il en soit, le mythe du roi béni prend forme. Le principal intéressé encourage ce mythe. Charismatique, toujours tiré à 4 épingles, il tient des discours paternalistes aux jeunes. Travaillez dur, ayez la foi, Dieu protège ses élus, répète-t-il en substance. En ville, on commence à le voir fréquenter des personnalités du pouvoir. Le roi béni s'invite dans des soirées huppées, tape dans le dos de tel officier de l'armée ou apparaît aux côtés de tel député influent lors de galas de charité. Il gravite autour de l'entourage présidentiel de l'époque, c'est-à-dire le clan d'Ali Bongo Ondimba, alors chef de l'État. Cette proximité, bien réelle ou savamment mise en scène, lui confère une forme d'immunité officieuse, qui oserait inquiéter un homme ami des puissants. Certains soirs, attablé dans un restaurant chic de Libreville, on jurerait voir des gradés de la police venir le saluer respectueusement. L'ancien voyou de charbonnage a parcouru du chemin. Dehors, on le considère désormais comme un homme d'affaires prospère et un mécène. Mais dans les bas-fonds, son surnom circule avec un mélange de crainte et de respect. Le roi béni peut tout avoir, il est couvert, chuchote-t-on. Sa légende urbaine est en marche. Et pourtant, derrière cette image presque trop belle pour être vraie, les premières failles apparaissent. Fin 2022, des rumeurs tenaces commencent à ternir son vernis doré. On le dit impliqué dans des trafics louches. Ses détracteurs, y compris d'anciens complices, le présentent comme un baron de la drogue qui se cache derrière la religion. Sur Internet, des témoignages anonymes prétendent qu'il continue de tirer les ficelles d'activités criminelles malgré ses proclamations de rédemption. Le roi béni fulmine contre ce qu'il appelle une cabale médiatique. C'est dans ce contexte qu'il publie son fameux message « Je suis une nouvelle création » pour faire taire les spéculations. Ouais, 2000 ans de protection divine, les douloureux. Faites très attention. Vous aimez trop combattre l'homme que Dieu élève. Mais, tentez. Si Dieu vous permet, il n'y a pas de souci. Hein. Si Dieu vous permet, je m'incline. Mais tant que c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui bénit. En surface, son coup de communication fonctionne auprès de ses fans les plus fervents. Mais en privé, certains commencent à douter. Et si le roi n'avait fait que changer de couronne, sans renoncer à ses anciennes méthodes? Le vernis du leader providentiel ne va pas tarder à craquer, et de façon éclatante. Car tandis que le roi béni cultive son image d'ange gardien, une série de braquages spectaculaires secoue Libreville et ses environs. À partir de décembre 2024, les journaux rapportent des attaques nocturnes contre des domiciles de hauts fonctionnaires et de figures politiques dans la commune huppée d'Akanda, au nord-est de la capitale.
Ces cambriolages à main armée, d'une violence rare, sèment la psychose parmi l'élite gabonaise. Même les ministres et les généraux ne se sentent plus en sécurité dans leur villa cossue. Les malfaiteurs semblent insaisissables et étonnamment bien informés. À chaque fois, le scénario est identique. Intrusion en pleine nuit malgré des gardiens et des clôtures électrifiées, neutralisation quasi professionnelle des systèmes d'alarme et disparition rapide des assaillants sans laisser de traces. En quelques mois, une dizaine de résidences de haut rang sont frappées, avec à la clé des butins s'élevant au total à plusieurs centaines de millions de francs CFA dérobés. Du jamais vu à cette échelle. Dans les salons feutrés de Libreville, on chuchote la liste des victimes avec effroi. « Tu as entendu pour un tel ? Cambriolé lui aussi ?» Personne n'est épargné. La pression monte sur les forces de l'ordre. La police judiciaire, PJ, ouvre une enquête tentaculaire. Pendant des mois, les enquêteurs multiplient les surveillances discrètes, les filatures de nuit, les analyses de la moindre trace relevée sur les scènes de crime. Qui peut bien orchestrer ces attaques méthodiques ? Un gang venu de l'étranger, une bande d'anciens militaires. L'affaire prend une tournure quasi politique tant les cibles sont sensibles. Finalement, un premier coup de théâtre survient mi-juillet 2025. Le quotidien. L'Union révèle que la PJ a réussi à démanteler une partie du réseau criminel impliqué dans ces braquages audacieux. 3 suspects sont arrêtés dans un coup de filet, tandis que d'autres complices parviennent à prendre la fuite. Parmi les personnes interpellées figurent un certain Patrick N, un Gabonais présenté comme un lieutenant du groupe, ainsi que 2 ressortissants camerounais spécialisés dans le support technique et le recel du butin. Lors de leurs interrogatoires, les suspects révèlent des éléments qui laissent les policiers sans voix. Ils parlent d'une organisation criminelle structurée comme du papier à musique. Recrutement international, financement solide, complicité interne, logistique high-tech. L'un des complices arrêtés, un informaticien camerounais, explique comment il effaçait les traces numériques des objets volés, tandis qu'un autre stockait prudemment les biens dérobés en attendant de les écouler. Les autorités comprennent qu'elles ont affaire à bien plus qu'une bande de braqueurs isolés. Cependant, le chef du réseau manque à l'appel. D'après les premiers témoignages, le cerveau, un dénommé Jerry Moelingoye, serait en cavale, probablement exfiltré à l'étranger. Ce Jerry est décrit comme un Gabonais d'une trentaine d'années, ancien petit délinquant d'Akanda, qui aurait pris du galon en organisant ses braquages transfrontaliers. C'est du moins ce que l'on croit à ce stade de l'enquête, que Jerry est l'architecte en chef de cette vague de vol et qu'en le capturant, on ferait tomber toute l'organisation. Ce n'est pourtant que la pointe de l'iceberg. Car quelques semaines plus tard, un événement clé va faire basculer l'affaire et révéler la face cachée du réseau. Début août 2025, Jerry Muel lui-même est finalement arrêté par la police judiciaire, au terme d'une traque intensive. Les détails de son interpellation restent confidentiels, mais la rumeur veut qu'il ait été localisé grâce à des écoutes téléphoniques alors qu'il tentait de planifier sa fuite. Quoi qu'il en soit, dès que Jerry est sous les verrous, il passe aux aveux. Et ce qu'il dévoile dépasse l'imagination des enquêteurs. Le supposé cerveau n'était en réalité qu'un second couteau. Face aux policiers, Jerry lâche un nom qui fait l'effet d'une bombe. C'est le roi béni qui dirige tout. Stupeur parmi les officiers présents. Le roi béni, Ted Willie Alimbi Ognalaga, le même que celui qui se pavanait en notable influent, entouré de jeunes admiratifs et protégé par des figures du pouvoir. Jerry confirme avec un sourire amer. Oui, c'est lui la vraie tête du réseau. On faisait rien sans ses ordres. Dès cet instant, les enquêteurs assemblent enfin le puzzle et toutes les pièces font sens. Le roi béni avait monté un réseau criminel d'une ingéniosité redoutable. Jerry Muel, interrogé longuement, décrit dans le détail la mécanique interne du gang. D'après ses révélations, Ted Willie alias le roi béni recrutait des bras armés au Cameroun, profitant de la misère de jeunes désœuvrés de Douala ou Yaoundé, attirés par la promesse de gains faramineux. Avant chaque opération, ces hommes étaient discrètement amenés au Gabon, logés dans des hôtels de luxe aux frais du boss, briefés sur leur cible puis équipés pour la mission. Les armes, elles provenaient directement de l'armée gabonaise. Les complicités? Là encore, Jerry livre des informations accablantes.
On avait des gens à l'intérieur, dans les forces de sécurité, qui nous facilitaient l'accès aux maisons. En clair, des gendarmes ou des policiers complices ouvraient les barrières ou désactivaient des alarmes lors des braquages ciblés. La technologie ? Le gang utilisait du matériel de pointe importé en contrebande, brouilleurs d'alarme, dispositifs pour désactiver les caméras de vidéosurveillance, afin de rendre les systèmes de sécurité aveugles au moment de l'intrusion. Les chiens de garde ? Aucune barrière pour eux non plus. Les malfaiteurs transportaient avec eux une potion toxique qu'ils jetaient discrètement dans la niche ou sur un morceau de viande, endormant ou tuant les molosses en quelques instants. Tout avait été pensé, anticipé. Les cibles du réseau témoignent de son audace inédite. Ce n'était pas n'importe qui, souligne un enquêteur. Jerry Muel confirme que les braqueurs visaient les plus hauts placés. Ils ont ainsi cambriolé la résidence personnelle d'Ali Bongo Ondimba, l'homme qui avait dirigé le Gabon de 2009 à 2023, ainsi que le domicile de Meksan Akrombessi, l'ancien directeur de cabinet de la présidence et bras droit du chef de l'État déchu. D'autres ministres et dignitaires figurent sur la liste des victimes potentielles ou avérées, bien que toutes ne soient pas rendues publiques pour des raisons de confidentialité. Braquer le cœur du pouvoir, il fallait oser. Et surtout, il fallait en avoir les moyens. Ce qui ressort du témoignage de Jerry, c'est qu'une bande de simples délinquants n'aurait jamais pu opérer à un tel niveau sans protection haut placée. Le mode opératoire quasi-militaire du gang, combiné au choix des cibles et à la facilité avec laquelle les malfaiteurs disparaissaient ensuite, trahissait l'existence de complicités puissantes. En effet, après chaque coup, plusieurs braqueurs prenaient immédiatement la fuite vers le Cameroun voisin afin d'échapper aux poursuites, exploitant la porosité des frontières. Ils bénéficiaient là-bas de refuges sûrs, voire, d'après Jerry, de l'aide d'autorités locales corrompues. Autant d'éléments qui laissaient pantois les enquêteurs, le Gabon découvrait stupéfait qu'un véritable consortium du crime organisé opérait en son sein, dirigé par un homme qu'on croyait repenti et proche des cercles du pouvoir. L'étau se resserre inexorablement autour du roi béni. Fort des informations fournies par Jerry Muel, les enquêteurs de la police judiciaire préparent une opération coup de poing pour arrêter le monarque de l'ombre et ses derniers complices en fuite. Ils agissent avec une extrême prudence. On n'arrête pas quelqu'un d'aussi bien connecté sans prendre de précautions. Le 13 août 2025 à l'aube, Libreville s'éveille sous tension. Des unités spéciales de la PJ, appuyées par la brigade anticriminalité, se déploient simultanément en plusieurs points de la ville et au-delà. Ils ont choisi ce moment précis, après des mois de surveillance, pour frapper fort au moment opportun. Au petit matin, la nouvelle éclate. Le roi béni est arrêté, tombé de son trône criminel par un coup de filet spectaculaire. Dans un immeuble discret du centre-ville où il se terrait, Ted Willie Alimbi Ognalaga est cueilli sans ménagement. Ces dernières gardes du corps improvisés n'ont même pas le temps de réagir que déjà les policiers fondent sur eux. En quelques instants, on passe les menottes à celui qui se croyait intouchable. La chute du roi béni est aussi soudaine que retentissante. Ce même jour, plusieurs membres de son gang encore en liberté sont également mis aux arrêts dans différents quartiers. La machine bien huilée qu'il dirigeait vient de se gripper définitivement. Escorté par un important dispositif de sécurité, le roi béni est conduit dans les locaux de la police judiciaire pour y être interrogé. La nouvelle de son arrestation fait immédiatement le tour de la ville, puis du pays. Devant le bâtiment de la PJ, une petite foule se masse déjà. Journalistes, curieux, mais aussi quelques jeunes admirateurs incrédules qui refusent de croire que leur idole puisse être un vulgaire criminel. À l'intérieur, dans une salle d'interrogatoire au néon blafard, la confrontation tant attendue a lieu. Jerry Muel, le lieutenant repenti, est là, lui aussi, sous protection policière. On fait asseoir Ted Willie en face de lui. L'ambiance est électrique, un silence lourd règne quelques secondes. « Alors, c'était toi la source ?» lance enfin un officier en feuilletant le dossier, faisant allusion au surnom que Jerry employait pour désigner son chef. Le principal intéressé esquisse un sourire nerveux et nie d'emblée tout en bloc. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Il nie farouchement toute implication, prétendant n'avoir rien à voir avec ces histoires de braquage.
Très vite, cependant, les enquêteurs le mettent face aux éléments concrets et aux témoignages. Et surtout, il laisse Jerry Muel parler devant lui, racontant point par point ce qu'il a déjà avoué. L'on en sait un peu plus sur les présumés rôles qu'aurait joué Ted Willie Alimbi Onyalaga, alias le roi béni, dans la série de braquages et vols à main armée dans la commune d'Akanda. Si le mis en cause nie avoir été informé des intentions de Jerry Muel, qu'il appelle son frère, ce dernier a clairement indiqué que la source était impliquée dans l'acte de vandalisme chez l'ancien chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba. Les contradictions de Roi Béni vont éclater au grand jour. Sur le moment, Ted Willie tente une défense hasardeuse. « Je ne savais pas, je n'ai jamais voulu de ça », répète-t-il. Il affirme par exemple n'avoir eu aucune connaissance des intentions de son complice Jerry dans l'affaire du cambriolage chez Ali Bongo. C'est un frère. Son véhicule en page, je lui remets le véhicule. Est-ce que lorsque je remets quelqu'un au véhicule, je sais ce qu'il va faire avec le véhicule? Bien que niant toute implication, son nom a été cité par Jerry, un complice présumé activement recherché et récemment arrêté. Ce dernier affirme que Roi Béni participait aux réunions de préparation des attaques, notamment celles visant le domicile de l'ancien président Ali Bongo Ondimba et de son ex-directeur de cabinet. C'est le petit qui, normalement, qui disait qu'il devait trouver une façon pour entrer dans, comment on appelle, dans la maison de président. J'ai contacté Quel président? L'ex-président Ali. Il était juste informé de ce qui va se faire. De ce qui va se faire concernant chez le président, mais le reste, il n'est pas. Les aveux de Jerry pointent le roi Béni comme le véritable instigateur du braquage chez l'ex-président, transformant ce qui semblait être un simple prêt de voiture en pièces à conviction maîtresse d'un complot criminel. Acculé par les faits, Ted Willie finit par adoucir sa position. Il continue de nier être l'auteur direct des braquages, mais concède du bout des lèvres une implication indirecte dans certains actes reprochés. En somme, il admet avoir été au courant de certaines choses sans toutefois les avoir exécutées lui-même. Une manière sans doute d'alléger sa responsabilité ou de protéger encore d'éventuels complices plus haut placés. Ainsi s'achève la cavale du roi Béni. En 48 heures, l'homme qui se disait béni des dieux découvre l'âpre réalité de la justice des hommes. L'histoire pourrait s'arrêter là, avec l'arrestation du criminel et la fin de ses exactions. Mais en réalité, l'affaire du roi Béni ne fait que soulever des questions plus larges et plus inquiétantes. Car en démantelant ce réseau, la justice gabonaise a mis en lumière toute une architecture de complicité et de collusion qui dépasse le seul cas de Ted Willie Alimbi. Les braquages n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. En dessous, c'est un système entier qui apparaît, mélangeant crime organisé, institutions étatiques et protection à haut niveau. D'abord, revenons sur les complicités patentes évoquées durant l'enquête. On sait désormais que des membres des forces de défense et de sécurité ont participé, de près ou de loin, aux activités du gang. Jerry Muel a parlé du frère militaire qui fournissait des armes. L'enquête a confirmé que plusieurs soldats de l'armée gabonaise étaient impliqués. Ils ont d'ailleurs été identifiés, arrêtés et remis à leur hiérarchie pour sanctions disciplinaires. On a évoqué aussi ces agents égarés, probablement des gendarmes ou des policiers, qui facilitaient l'accès aux résidences ciblées en fermant les yeux ou en ouvrant les portails. Là encore, des noms circulent. Le ministère de l'Intérieur a annoncé que les brebis galeuses seraient châtiées, sans toutefois dévoiler publiquement leur identité. Ce silence relatif entretient un doute. S'agit-il de petits éléments isolés, ou bien de complicités plus haut placées dans la hiérarchie ? Parce que soyons clairs, de simples délinquants n'auraient pu opérer à ce niveau sans la tolérance ou le soutien de relais institutionnels puissants. Braquer la maison d'un ex-président ou d'un dignitaire du régime en place n'est pas un acte anodin. Pour que le roi Béni et ses hommes osent s'y attaquer, il fallait qu'ils se sentent protégés d'une manière ou d'une autre. Et en effet, l'enquête soupçonne que des segments de la garde républicaine, l'unité d'élite chargée notamment de la sécurité présidentielle, auraient couvert ou du moins fermer les yeux sur les agissements du gang. On parle de protection institutionnelle. Le terme est lâché. Est-ce que cela signifie que des officiers supérieurs étaient hors de mèche, qu'un haut gradé informait le roi Béni des dispositifs de sécurité des villas à attaquer, voire lui garantissait qu'on ne l'inquiéterait pas? L'idée semble invraisemblable et pourtant,
C'est exactement le genre de porosité que cette affaire suggère. Nos institutions ont-elles abrité en leur sein des criminels ? S'alarme un éditorialiste. La réponse qui se dessine est troublante. Oui, en partie. L'image de ce roi béni se promenant en toute aisance le 3 mai 2025 au stade de l'Amitié, lors de l'investiture du président de transition Oligui Nguema, en est la preuve symbolique. Comment un individu soupçonné d'être un caïd des braquages a-t-il pu se retrouver à un événement aussi sécurisé sans se faire inquiéter ? Soit il était très culotté, soit il bénéficiait de laissez-passer et de complicité lui ouvrant les portes, malgré son pédigré criminel. Dans les deux cas, cela révèle la fragilité de nos institutions prêtes à accueillir en leur sein un individu douteux. L'image a fait scandale sur les réseaux. On y voit le roi béni saluant des officiers et se déplaçant parmi les forces de l'ordre ce jour-là. Avec le recul, cette scène a tout d'un symptôme. Le symptôme d'un État dont certaines structures tolèrent, couvrent, voire intègrent des acteurs marginaux aux méthodes criminelles. Par ailleurs, l'affaire Roi Béni a fait écho à une autre affaire troublante ayant défrayé la chronique peu avant, celle d'un activiste du nom de Nazi Marwan al-Azzi. À première vue, rien de commun entre ce nazi et le roi béni. Le premier était connu comme un influenceur Facebook provocateur, parfois accusé de désinformation, le second comme un pseudo-bienfaiteur de quartier. Pourtant, en août 2025, lorsque tout explose, on réalise que leur parcours se recoupe dans le tableau d'ensemble d'une république en clair-obscur. Nazi, avant même l'arrestation du roi béni, clamait depuis des mois qu'il existait des liens troubles entre Ted Willie Ognalaga et les services de renseignement gabonais. Beaucoup ne l'avaient pas pris au sérieux à l'époque, pensant à un délire de blogueur en mal de buzz. Mais Nazi persistait. Il affirmait avoir croisé le roi béni, détenu dans les locaux de la DGSS, Direction Générale des Services Spéciaux, c'est-à-dire le renseignement intérieur, jouissant de conditions singulières. Autrement dit, selon lui, Ted Willie aurait été arrêté à un moment donné, mais détenu discrètement par les services secrets, non pas en cellule ordinaire mais traité avec des égards. Nazi parlait carrément de détention parallèle, de trafic de stupéfiants couverts et de complicité au sommet de l'État autour du roi béni. À l'époque, ces propos paraissaient extravagants et ont été moqués par beaucoup. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'une partie de ces accusations se trouve validée par les faits, l'existence d'un réseau criminel protégé de l'intérieur et impliqué possiblement dans des trafics. Les enquêteurs continuent d'explorer la piste d'un trafic de drogue lié au gang, un volet pour l'instant moins médiatisé. Nazi, l'électron libre du web, se retrouve en quelque sorte légitimé a posteriori, ce qui en dit long sur l'aveuglement initial des autorités ou du public face à ces réalités dérangeantes. On comprend dès lors que le roi béni n'était pas qu'un petit bandit isolé, c'était aussi un produit d'un système. Un système où les frontières entre le politique, le militaire et le criminel sont poreuses au point de permettre de telles dérives. L'enquête a mis en évidence un faisceau d'appuis multiples, des relais militaires facilitant l'accès aux armes, des complicités dans les forces de l'ordre au moment d'agir, et même des soupçons de protection par des segments de la garde républicaine. Bref, une véritable architecture de compromission. Pris isolément, l'itinéraire du roi béni peut ressembler à celui d'un délinquant culotté qui a profité des failles du système. Mais replacé dans le contexte global, il révèle plutôt comment le système lui-même a pu utiliser ou laisser prospérer de tels individus. De fait, on peut se demander à qui profitait réellement le règne du roi béni ? Était-il juste motivé par l'argent et le pouvoir personnel, ou a-t-il été instrumentalisé à un moment ou un autre par plus puissant que lui ? Plusieurs indices laissent penser que le roi n'était peut-être qu'un rouage, certes majeur, d'une machine plus vaste. D'abord, le choix de certaines cibles de ces braquages interpelle. Pourquoi s'en prendre à Ali Bongo Ondimba et à son ex-bras droit Akron Bézi, figure centrale de l'ancien régime, tombé en 2023 ? Était-ce pour l'appât du gain uniquement, ou y avait-il une intention de s'attaquer à l'ancien clan au pouvoir ? On peut imaginer que dénués de protections internes, jamais les braqueurs n'auraient osé frapper le cœur du pouvoir de la sorte. Cette audace indique qu'ils se sentaient couverts.
Certains y voient la main de factions au sein du nouvel appareil d'État, contente de laisser dépouiller les dignitaires déchus, voire d'en récupérer indirectement certains avantages. Ce ne sont pour l'heure que des conjectures, mais elles planent dans toutes les têtes. Comme le résume un analyste, le scandale, ce n'est pas juste qu'un gang ait existé, c'est que ses victimes étaient des barons du sérail. Braquer le clan Bongo de l'intérieur sans complicité, c'est impensable. Donc soit c'était une guerre de clans, soit l'État était tellement gangrené qu'il s'est fait dévorer par ses propres agents voyous. Dans les deux cas, le constat est terrible. Cela signifie que l'État gabonais a fourni lui-même les complicités qui ont rendu possible le crime dont il a été victime. Une république qui se vole elle-même, en quelque sorte, à travers les trahisons internes. Le tableau a de quoi glacer d'effroi. En filigrane se dessine ainsi une vérité troublante. Au Gabon, pendant de longues années, l'ordre et le désordre ont pactisé dans l'ombre. Des agents qui auraient dû défendre l'État ont, pour des raisons vénales ou politiques, aidé à le dépouiller. La frontière entre institution et criminalité s'est effacée, menant à un système où les voyous pouvaient être utilisés par le pouvoir, et inversement. Le roi béni en est l'illustration parfaite. Il se présentait comme un leader associatif, protecteur des jeunes et généreux mécènes, mais ce n'était qu'une façade habile. De l'autre côté, on a Nazi, le troll du web, payé par certains cercles pour manipuler l'opinion via de fausses nouvelles. C'était lui-même qui le revendiquait, disant avoir été rémunéré par la présidence autrefois pour ses campagnes sur Facebook. L'un braquait les élites, l'autre intoxiquait les masses, et pourtant, les deux ont prospéré sous l'aile protectrice de segments de l'État, qui s'en sont servis tantôt pour s'enrichir, tantôt pour influencer. C'est les deux faces d'une même pièce, l'alliance du crime et du pouvoir. Voyous et activistes, nervis et propagandistes, tous instrumentalisés selon les besoins. Ce sombre constat met en lumière ce qui constitue sans doute la zone d'ombre la plus inquiétante de l'affaire Roi Béni. Alors, beaucoup de questions non résolues demeurent, même après l'arrestation du Roi Béni. Par exemple, on ne sait toujours pas qui, au plus haut niveau, lui a permis d'opérer aussi longtemps. Y a-t-il eu des ordres politiques pour le protéger, tant qu'il ne s'en prenait qu'à certaines cibles? A-t-il financé, comme certains le murmurent, des activités politiques, par exemple en finançant des associations de jeunesse pro-régime ou en servant d'homme de main pour intimider des opposants? Ces hypothèses circulent mais manquent de preuves formelles. L'enquête judiciaire en cours lèvera-t-elle le voile sur tous ces aspects ou bien se contentera-t-elle de punir les exécutants, le roi béni et ses acolytes, en épargnant les puissants parrains? Pour l'instant, aucune figure d'autorité supérieure n'a été publiquement mise en cause dans ce dossier, ce qui interroge. En tout cas, le mal est identifié. Le cas Roi Béni montre combien l'État gabonais a pu être infiltré, perméable à la criminalité, au point d'y perdre sa propre substance. C'est une affaire hors norme, qui jette une lumière crue sur les faiblesses des institutions. Le fameux royaume du roi béni n'en était peut-être pas un au sens classique, mais il a prospéré sur la fragilité des fondations étatiques, au risque de faire vaciller celles-ci.